C'est dans la ville de Zichron Yaakov, sur les pentes ensoleillées du mont Carmel, surplombant la Méditerranée, que l'on trouve Carmel Winery. Produisant plus de 15 millions de bouteilles par an, c'est l'établissement vinicole le plus important d'Israël. Il remporte le prestigieux trophée Decanter World Wine en septembre 2010 et en 2013, il est racheté par un grand consortium international dont un des actionnaires principaux est le français Pierre Besnénou. 2000 ans avant que les Grecs et les Romains rapportent des vignes en Europe, l'Israël antique était l'un des premiers pays producteurs de vin. Il a fallu un Rothschild pour renouer avec cette tradition à la fin du 19e siècle. Carmel Winery est la cave historique d'Israël. C'est une des entreprises israéliennes les plus connues. Elle fut fondée en 1882 par le baron Edmond de Rothschild, originaire de Paris, de France. Il a renouvelé une fabrication israélienne de vin qui datait de 2000 ans avant notre ère. Donc cela fait 5000 ans qu'il y a du vin ici. Il a ramené un cépage français et nous a donné l'expertise et le financement pour faire revenir le vin en Israël. Moi qui ai eu cette opportunité il y a quelques mois déjà, de pouvoir être un des associés de cette entreprise, c'est un clin d'œil à la vie assez formidable. J'ai eu avec la famille Rothschild ces dernières années à partager un certain nombre de responsabilité dans la communauté juive en France, et finalement, en ayant maintenant quitté la France, m'étant installé en Israël, je retrouve ce lien avec la France, avec la famille Rothschild, avec le sionisme et avec cette terre qui, effectivement, dans notre état d'esprit, est la terre de nos ancêtres, avec tout ce que ça peut avoir de beau, de pouvoir revenir vers ses racines, vers l'endroit où on a le sentiment d'être né. Donc c'est, en ce qui me concerne, une histoire très belle. Israël regorge de vestiges qui attestent d'une culture viticole bien avant notre ère. Anciens pressoirs ou celliers antiques jalonnent la Judée et la Galilée. Cet établissement viticole en particulier est connu sous le nom de Zichron Yaakov. Mais qui est Yaakov? En fait, c'est le baron Yaakov de Rothschild, qui est le père du baron Edmond. Il a racheté le château Lafite pour la famille Rothschild en 1868 et il a donné son nom à cet établissement viticole. Donc, nous portons le nom de cet homme qui a acheté château Lafite. Et le fils de baron Edmond, qui est donc le petit-fils de Yaakov, James de Rothschild, fit la donation en 1957 de ses deux caves, Rishon-LeZion et Zichron Yaakov à Carmel Winery. Donc la famille Rothschild fut impliquée dans le vin israélien de 1882 à 1957. Le baron est amoureux de toute cette région et là, ça devient pour l'Israël historique, je dirais, anticipant ce développement, la première industrie israélienne. Les familles qui vivent dans cette région, par reconnaissance au baron, changent le nom du village. Ça s'appelle aujourd'hui Zichron Yaakov. Zichron voulant dire « souviens-toi », Yaakov, Jacob, du nom du père d'Edmond. La région se développe autour de la famille Rothschild. La ville de Binyamina, qui là aussi est un endroit où il y a énormément de vignes, porte le nom d'un enfant Rothschild, Benjamin, Binyamina, et c'est donc vraiment, et on peut le dire très probablement, Edmond Rothschild qui est le premier à recréer en Palestine le développement des vignobles. Les exportations de vins israéliens sont en pleine augmentation et le travail sur la qualité est considérable. Aujourd'hui, nous faisons des vins merveilleux en Israël. Nous gagnons beaucoup de prix. Les grands critiques de vin écrivent sur le vin israélien et notre vin est sélectionné au Grand Salon de vin à Bordeaux Vinexpo. Et quand les gens goûtent le vin israélien, ils disent toujours « Waouh !» Ils ne s'attendent pas à ce que le vin israélien soit si bon. Et chaque pays produit le vin qui lui ressemble. Israël est un pays où il fait très chaud. Donc nous essayons de nous concentrer sur un type de cépage qui s'adapte bien pour nous donner ce merveilleux vin. Par exemple, la Syrah convient très bien à notre climat. Nous arrivons dans beaucoup de régions viticoles israéliennes à produire une très bonne qualité de vin.
Alors que les vins israéliens commencent à acquérir une reconnaissance internationale, tout a commencé ici sur le mont Carmel. Cet établissement fut aussi la première industrie israélienne à se doter du téléphone et de l'électricité. Le défi à Bordeaux et de manière générale en Europe, c'est d'avoir le plus de jours de soleil possible pour avoir des fruits très mûrs. En Israël, c'est tout à fait l'inverse. Nous essayons d'éviter le soleil car nous en avons beaucoup. Donc, beaucoup de soleil, un fruit très mûr dont il résulte un vin très fort, sérieux, concentré, avec un haut degré d'alcool. C'est notre style. Beaucoup de gens aiment les vins profonds et au fil des années, nous essayons de travailler avec le terroir et le climat pour lui donner un peu plus d'élégance. Il faut connaître ses faiblesses pour pouvoir mieux les combattre. Aujourd'hui, Israël compte plus de 250 domaines, beaucoup d'entre eux étant apparus au cours des 10 dernières années. La fièvre du vin s'est emparée du pays. Nous connaissons de mieux en mieux nos sols et nous progressons au fil des années sur une meilleure manière de travailler dans les vignes en apprenant de nouvelles techniques de récolte. C'est comme ça que nous avons fait de gros progrès, notamment dans la qualité du fruit. Plusieurs vins israéliens ont été primés au niveau international ces dernières années et les caves de qualité se multiplient dans tout le pays. On peut dire que les tonneaux ici sont ceux que nous voulons utiliser pour ce vin, alors que les tonneaux juste là contiennent un vin différent. Donc nous les gardons séparés dans la fabrication du vin. Ce sont des techniques que nous avons apprises en France. Séparer le très bon vin du bon vin afin de fabriquer un produit encore meilleur. Donc Carmel Winery est formé pour faire cela et nous permet d'être au meilleur niveau quand nous fabriquons un grand cru. Nous pouvons obtenir la meilleure expression des fruits que nous obtenons de la terre. Nous devons aller vers le succès. Et vers le succès se trouve un pays incontournable en la matière, la France. En termes d'équipement que nous utilisons dans notre établissement vinicole, nous pouvons dire que nous regardons les Françaises et les meilleurs châteaux de Bordeaux qui maintiennent des technologies comme le grand tonneau de bois. Dans beaucoup d'aspects, ils perpétuent une manière naturelle de faire du vin tout en incorporant beaucoup de technologies et de nouvelles machines. Nous apprécions beaucoup cette manière de faire. Donc, nous regardons les Français en nous disant, si ça marche pour eux, de ne pas faire la course à la technologie, peut-être serait-il bon pour nous de garder une certaine retenue vis-à-vis de toutes ces technologies qui arrivent en Israël. Les Israéliens veulent toujours être en avance, utiliser l'équipement et la technologie dernier cri, mais pour le vin, nous réalisons que plus nous progressons, plus nous regardons en arrière en nous disant « il faisait du très bon vin avant, sans ces technologies, c'est un équilibre à trouver ». C'est là où on voit l'empreinte de la France, l'empreinte, si vous voulez, de ce que la France a de plus beau dans sa générosité, dans son élégance, dans son raffinement. En parcourant ces vastes caves, on ne peut que se sentir frappé à la fois par la taille gigantesque et l'ancienneté de l'endroit vieux de près de 130 ans. Si je devais citer quelque chose qui nous a aidés à développer et à progresser dans la qualité de notre vin, c'est le fait que nous soyons très libéraux dans la manière dont nous manageons notre société de vin. Eh bien, buvons modérément à la santé de ce vin méditerranéen. L'histoire de Carmel est une histoire tout à fait unique pour Israël. Fin du 19e siècle, 1882, des habitants d'un petit village du nord d'Israël, qui s'appelle à l'époque Zamarine, se retrouvent dans une situation économique extrêmement difficile, et on leur dit qu'il y a en France un philanthrope qui s'appelle Edmond Rothschild et qui pourrait peut-être les aider. Des émissaires de ces familles, de ce village, viennent en France, rencontrent ce grand philanthrope qui était Edmond Rothschild et demandent de l'aide. Edmond Rothschild, avec sa générosité légendaire, nous sommes donc en 1882, se propose évidemment de les aider sur le plan financier, mais leur dit, écoutez, vous venez d'un pays où la vigne
a commencé, et quand on remonte dans l'histoire biblique de l'Arche de Noé, vous savez donc que l'on parle beaucoup bien sûr du rameau d'olivier, mais aussi de la vigne. Edmond de Rothschild leur dit « Je vais aussi vous aider à vous développer, au-delà de l'aide que je vais vous faire aujourd'hui. » Edmond de Rothschild venait d'acheter Château Lafite. Et là, il arrache des pieds de vigne, leur donne 2 collaborateurs et les envoie planter ses premières vignes à ce qui s'appelait à l'époque Zamarine. Quelques années après, Edmond de Rothschild a envie d'aller voir le fruit de cet acte, tombe amoureux de la région et se met à acheter aux Ottomans, puisque c'était l'époque de l'Empire ottoman, des terres autour de Zamarine et développe là la première industrie de Palestine, puisque nous sommes sous l'Empire ottoman, et achète tout un ensemble de terres aux Ottomans et développe les vins Carmel. Là, on voit quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que finalement, lorsque l'on connaît un peu l'histoire du sionisme moderne, qui naît en France avec Herzl, qui découvre finalement le sionisme, ou qui recrée le retour à Sion avec l'affaire Dreyfus, ici, on s'aperçoit que finalement, Edmond de Rothschild était probablement le précurseur du sionisme moderne dont Herzl fera ce qu'est aujourd'hui l'État d'Israël. Et Edmond de Rothschild achète donc aux Ottomans des terres, finance les projets viticoles de toute la région, et c'est là où est créée donc la première industrie à Carmel, bien avant la création de l'État d'Israël, puisque la création de l'État d'Israël arrive en 1948, avant la création de la ville de Tel Aviv, puisque Tel Aviv est née au début du XXe siècle. Le développement de Carmel est assez fulgurant, avec des vins relativement ordinaires, et le baron est amoureux de toute cette région, et là, ça devient pour l'Israël historique, je dirais, anticipant ce développement, la première industrie israélienne. Les familles qui vivent dans cette région, par reconnaissance au baron, changent le nom du village. Ça s'appelle aujourd'hui Zichron Yaakov. Zichron voulant dire « souviens-toi », Yaakov, Jacob, du nom du père d'Edmond. La région se développe autour de la famille Rothschild. La ville de Binyamina, qui là aussi est un endroit où il y a énormément de vignes, porte le nom d'un enfant Rothschild, Benjamin, Binyamina. Et c'est donc vraiment, et on peut le dire très probablement, Edmond de Rothschild qui est le premier à recréer en Palestine le développement des vignobles. Aujourd'hui, Carmel est un producteur de vin important. Carmel a vu passer des personnages illustres, puisque dans cette société, 3 premiers ministres d'après 1948 ont travaillé chez Carmel. David Ben-Gourion, Ehud Olmert. Et donc, Carmel est vraiment associé à la création de l'État d'Israël. Et ce qu'il y a de formidable, après justement l'indépendance, la famille Rothschild offre toutes les terres qui ont été achetées aux agriculteurs de la région et donne à l'État d'Israël cette première industrie assez merveilleuse, parce que, en particulier, n'oublions pas que les premiers immigrants en Palestine, en Israël, en 1948, sont des gens qui vont cultiver la terre, et que les vignobles ont été non pas une industrie d'exportation importante, mais dans la tradition juive, le vin représente quelque chose d'extrêmement sacré. Et c'est comme ça que Carmel est une des marques les plus anciennes d'Israël, une entreprise relativement importante, puisqu'aujourd'hui c'est près de 15 millions de bouteilles qui sortent de ce vignoble. Et voilà, l'histoire de Carmel est complètement associée à la famille Rothschild, associée, et c'est ce que je trouve d'assez formidable,
a une des grandes richesses de la France, c'est-à-dire son vin, son raffinement, son élégance. Et je crois que, même si la jeune génération israélienne ne connaît pas suffisamment l'histoire, mais c'est là où on voit l'empreinte de la France, l'empreinte, si vous voulez, de ce que la France a de plus beau dans sa générosité, dans son élégance, dans son raffinement. Et moi qui ai eu cette opportunité il y a quelques mois déjà, de pouvoir être un des associés de cette entreprise. C'est un clin d'œil à la vie assez formidable. J'ai eu avec la famille Rothschild ces dernières années à partager un certain nombre de responsabilités dans la communauté juive en France. Et finalement, en ayant maintenant quitté la France, m'étant installé en Israël, je retrouve ce lien avec la France, avec la famille Rothschild, avec le sionisme et avec cette terre qui, effectivement, dans notre état d'esprit, est la terre de nos ancêtres, avec tout ce que ça peut avoir de beau, de pouvoir revenir vers ses racines, vers l'endroit où on a le sentiment d'être né. Donc c'est, en ce qui me concerne, une histoire très belle. Comme souvent, les Israéliens, des gens de la terre, des gens un peu, je dirais, plutôt des gens manuels. En Israël, si vous allez aujourd'hui, vous allez avoir des restaurants dont la qualité des chefs est surprenante, tellement elle est de relativement bonne. Mais si vous regardiez il y a 20 ans Israël, à part le houmous, le plat national, il était difficile d'apprécier la nourriture. Et là encore, on voit, comme dans beaucoup de secteurs, un bond formidable. Israël a fait des bonds dans la technologie dont évidemment on parle. Israël a sorti des personnalités absolument extraordinaires. Regardez dans le monde de la mode, du design. Elbaz est un Israélien qui aujourd'hui est une référence en France dans le monde de la mode. Là aussi, d'un vin relativement ordinaire, d'un vin de table où les Israéliens buvaient plutôt du vin le vendredi soir pour le kiddush, pour accompagner la prière de l'entrée du Shabbat. Un bond formidable, il y a une quinzaine d'années, dans la qualité du vin, dans le lien avec, si vous voulez, cette terre, cette volonté d'exceller. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons chez Carmel des vins qui, chez Parker, donc qui est une référence, sont classés 96 sur 100. Et vous voyez donc là aussi un bond absolument extraordinaire. Donc d'une histoire classique de la terre que l'on a travaillé parce qu'on avait besoin de revenus, ensuite d'un produit lié à l'histoire du peuple juif, le vin, tout ce qu'il y a de sacré dans le vin. Il y a une dizaine d'années, une volonté d'exceller. Et je dois dire avec beaucoup de fierté, mais avec aucun crédit, puisque j'arrive comme investisseur il y a quelques mois, c'est aussi une grande satisfaction de voir que nous gagnons de grands concours dans le monde, de voir que nous avons un vin aujourd'hui qui peut avoir la prétention d'être dans des grandes tables. Alors nous n'en exportons pratiquement pas, ou très peu, majoritairement dans des réseaux de vins cachers avec ce lien, encore une fois, avec la religion. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut prétendre d'être présent dans des grandes tables. Et une de nos ambitions chez Carmel aujourd'hui, c'est effectivement de faire en sorte que le vin israélien soit mieux connu, que le vin israélien soit apprécié comme je pense il le mérite.